Donc, je vais commencer. Déjà, bonjour à tous. Hello. On se retrouve du coup aujourd'hui sur un apéro at home. Certains ont déjà participé. Je reconnais certaines têtes, dont les fidèles démarrés qui sont toujours avec nous le mercredi soir. Aujourd'hui, on va parler de photographie avec Geoffrey. Mais avant ça, je voudrais faire une petite aparté puisque aujourd'hui, on m'a dit que c'était l'anniversaire d'Anaïs qui est avec nous. Donc, je voulais trinquer à l'occasion de l'anniversaire d'Anaïs, à la tienne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va chercher les verres. Voilà, on va chercher nos verres, on va trinquer. Donc ce soir, c'est Geoffrey qui va nous parler de photographie. Geoffrey qui est du coup devenu photographe documentaire et qui est à côté de ça freelance. Donc Geoffrey, je te laisse la main et je vais te passer animateur pour que tu puisses, si jamais tu veux partager ton écran. Ok. Hop, le moment est vide. Ok. Donc du coup, je pense que je vais commencer. Bonjour. Donc je suis Geoffrey Persia. Je suis photographe documentaire, mais pas que. J'ai été diplômé à HEI en promo, en année 2015. Et j'ai eu, on va dire, un parcours un peu différent. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Depuis que je suis au lycée, j'avais pas trop un métier en tête. J'étais souvent passionné par l'infographie depuis mes 15-16 ans. Donc je continue en parallèle du lycée à l'époque à faire un peu d'infographie 3D, ce qui permettait pour moi d'apprendre à modéliser en 3D et faire des animations. Enfin bref, je vous passe les détails. J'étais assez passionné par ça. J'ai créé un peu des cours sur Internet. Et suite à ces cours-là, j'ai gagné un peu d'argent pendant mes premières années d'études à HEI. Et ça m'a permis de m'acheter mon premier appareil photo. Avant, je commençais à faire un peu de photo juste avec mon téléphone portable. Et puis, j'ai commencé à être pris par la petite passion créatrice de la photographie. J'ai continué comme ça les études en me disant que j'allais peut-être sûrement finir ingénieur. J'avais commencé l'école, il fallait que je la finisse. Le milieu, j'idéalisais un peu moi le métier de l'ingénierie mécanique sans vraiment savoir à quoi j'allais m'attendre. Et en fait, en parallèle de ça, dès que c'était les vacances, je pratiquais la photographie un peu comme tout le monde, juste en partant en vacances avec ma famille. Donc il y avait rien d'extraordinaire. Mais j'avais quand même pu m'acheter un petit appareil avec les sous des formations que je vendais. Et suite à ça, alors j'ai tout un discours un peu plus long, toute mon histoire, je la raconte un peu mieux parce que j'ai fait une conférence TEDx que vous pouvez retrouver sur YouTube où je raconte vraiment tout mon parcours et tout mon changement de mentalité à ce sujet-là. Mais globalement, à la fin de mes études, j'avais l'occasion de faire un stage d'ingénieur dans une start-up que j'ai fait et qui m'a bien plu, mais en même temps, je me suis dit, mince, là, du coup, je découvre enfin mon métier d'ingénieur, d'ingénierie mécanique, et c'est pas forcément ce que je veux faire, ou je savais pas trop si c'était ce que je voulais faire toute ma vie, et en fait, ça m'angoissait un petit peu. Donc, je suis parti faire une retraite de méditation au Népal pendant presque 3 mois, où j'ai donné des cours d'anglais, j'étais logé et nourri là-bas à des moines, et ce qui m'a permis de faire un peu un petit voyage introspectif où je voulais vraiment essayer de mieux définir la trajectoire qu'allait prendre ma vie. Est-ce que j'étais toujours en cohérence avec mes croyances, avec mes envies, tout ça. Et du coup, je suis parti et là-bas, j'ai fait ce travail d'assumer que c'était vraiment s'assumer à soi-même, que je voulais pas forcément faire le métier que j'avais étudié et que il y avait d'autres choses que j'avais appris durant ma vie. Et que ces choses-là pouvaient me permettre de vivre. Donc en fait, je suis... Oui. Il y a juste un écho. Il y a un écho, je crois. Ça vient de Upulse. Ah oui, un écho, ouais. Je sais pas, moi j'ai pas changé mon setup son, peut-être que c'est une nouvelle personne qui vient de venir. Ça n'a plus l'air de le faire là. Les micros sont en général coupés, donc
Je pense que Vous tu peux m'entendez tous continuer, bien? là, ça le fait. Ouais. Oui, c'est bien. Ok, parfait. Donc j'en étais où? J'en étais, ouais, je suis parti du coup au monastère bouddhiste et là je me suis rendu compte que je voulais. Il y a toujours un écho, non? Non. Non? Ah ben, c'est moi. Et que du coup j'ai assumé que ma volonté de vouloir faire des choses, enfin plutôt vivre de mes passions. Ce à quoi je suis rentré après en France et j'avais on va dire une promesse d'embauche, donc j'ai continué en tant qu'ingénieur, mais je savais que je voulais faire de la photographie et plus particulièrement vivre de ma passion. Et donc c'est là tout l'intérêt en fait de cette petite histoire, c'est que mon choix n'a pas été un choix de me lancer à 100% dans la photographie, mais plutôt de faire une transition sur tout ce qui me plaisait. Si vous voulez, j'ai travaillé quand même pendant 1 an et demi en tant qu'ingénieur en rentrant du monastère bouddhiste. Mais pendant cette période-là, j'ai commencé à essayer de faire de la photographie, à apprendre à faire d'autres métiers que je pouvais faire dans le web après en étant freelance, parce que je savais qu'en étant photographe documentaire, j'allais avoir pas mal de difficultés à trouver un revenu stable et homogène sur une année. Ce qui fait que du coup, j'ai appris à faire des sites internet, un peu d'infographie 3D encore, et de l'infographie, on va dire, plus marketing. Et maintenant, c'est un peu mon mode de vie, c'est-à-dire que je fais de la photographie. Et attends, j'ai toujours un petit écho qui me gêne un petit peu. Comme tu es Vous en l'entendez? animateur, Maintenant, tu peux couper certains micros si ça te dérange. Ok, alors je vais me permettre de couper Tu juste peux couper les vos micros, micros. ouais. Et je suppose que vous pouvez les réactiver si vous voulez parler, donc il n'y a aucun Oui, oui, problème oui. pour ça. Soit avec la barre espace, soit en bas à gauche. Ok, je crois que tout le monde est coupé, sauf Marianne, mais je vois pas comment je peux le faire. Et un numéro de téléphone. Ok, ah ben c'est bon, c'est parti. Parfait. Voilà, donc je suis revenu et j'ai continué à travailler du coup avec plusieurs métiers. Et l'idée, c'était d'arriver à faire une balance parce que je savais que je voulais faire de la photographie documentaire. C'était ce qui m'animait, vraiment ce goût du voyage créatif et de l'aventure. Mais en même temps, je savais que je pouvais pas vivre que de ça au début. Ça paye assez mal. On est payé en termes de parution de photos pour des journaux. C'est assez peu. Et surtout, ça couvre rarement tous les frais d'un voyage. Donc, il fallait que je puisse avoir une double casquette que j'ai réussi un peu à avoir. Donc là, ça fait 2 ans et demi du coup que je suis à mon compte, que je suis freelance du coup en photo, mais pas que. Et maintenant, j'arrive à concevoir et à faire. Bon là, c'est avec le Covid, c'est un peu plus compliqué d'organiser des voyages photos, mais globalement, pour l'instant, je suis parti au Kyrgyzstan faire des reportages photos avec des aiguillés et un en particulier. Et maintenant, j'organise aussi des stages photos, ce qui me permet d'enseigner la photographie à des gens plutôt de mon âge, on va dire 18-35 ans, qui veulent apprendre la photographie et voyager avec moi. Et donc, je fais ça, j'organise ça au Kyrgyzstan l'été, bientôt aussi au Népal. Que dire de plus j'ai fait quelques expos sur Paris et j'ai eu quelques petites parutions. Là, je suis en train de préparer un reportage photo en Russie pour la fin d'année. Donc, je suis en train d'apprendre constamment des nouvelles formes Enfin, en gros, mon travail de photographe documentaire, je l'ai pas appris par une école. C'est un travail autodidacte. Et donc, du coup, je parle beaucoup avec des photographes. J'ai intégré une agence de photos documentaires qui s'appelle Hans Luca. C'est une des plus grosses agences en France, ce qui m'a permis du coup d'avoir accès à des bases de données comme l'AFP, l'agence France Presse ou même Reuters au Royaume-Uni. Et donc, via ces plateformes-là, je peux maintenant montrer mon travail aux journaux, aux médias, aux iconographes. Donc, c'est tout un univers que je connaissais pas,
que j'apprends à connaître petit à petit. Et là, je fais des dossiers de presse pour avoir des subventions, pour peut-être être financé et partir en Russie, pour faire des photos, des documentaires photos dans la péninsule de Yamal avec les nénètes. C'est des petits peuples, c'est des peuples qui vivent, qui élèvent des rennes, qui font des transhumances 2 fois par an, du coup, pour déplacer les rennes. Voilà, donc en fait, ma vision de la photographie a aussi pas mal changé. Je suis passé au début de juste prendre en photo les paysages, ce qui me plaisait. Là, on a tous, je suppose que parmi vous, il y a aussi pas mal de gens qui sont intéressés par la photographie. Au début, pour ma part, ça a été assez. Quand j'ai commencé la photographie, que j'ai acheté mon premier appareil, j'avais envie de tout prendre en photo, que ce soit à Lille, pendant l'école d'ingénieur, mais aussi quand je partais en vacances. Après, ça s'est plus focalisé sur les paysages, et là, je cherchais toujours les paysages parfaits. Et il y avait d'ailleurs une grande frustration avec l'idée de ne pas avoir les conditions climatiques idéales. Et finalement, peut-être de frustration en frustration, au fur et à mesure, j'ai commencé à me focaliser plus sur l'humain. J'avais des beaux retours sur les portraits que je faisais. Et j'ai commencé à prendre plus de plaisir à raconter des histoires de personnes qui ont des modes de vie différents du nôtre. Et j'ai trouvé, du coup, dans la photographie aussi un moyen de pas simplement faire une belle photo, mais de faire une série de photos qui a un contexte, qui a un début, qui a une fin, avec un texte explicatif. Et j'ai commencé à sentir que mon travail avait plus de valeur, et c'est que depuis un an ou deux, enfin plutôt 2 ans qu'un an, que je commence à parler dessus sur les réseaux et que j'essaie de me faire publier. Mais j'ai commencé la photo à peu près en 2013, et jusqu'en 2018, j'avais vraiment du mal quand même à assumer et à envoyer mon travail à des médias pour être publié. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait un tour d'horizon assez large. Ce que je peux vous proposer, parce que Manon m'avait conseillé ça par rapport à ce qui se faisait dans les autres apéros, c'était que tout le monde puisse se présenter. Ça me permettra aussi peut-être d'orienter un peu mieux mes explications. S'il y a des amateurs de photographie, s'il y a des curieux, et tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, Manon. Oui, très bien, très bonne idée. Après, tu peux peut-être donner la parole, ce sera plus simple. Puis comme tu as coupé le micro. Oui, du coup, vous pouvez les réactiver. Je sais pas, moi, en tout temps, Eric, oui. J'aimerais passer dans les premiers parce que je dois vous quitter à 19h. Ok. Ah, d'accord, ok. Pas de problème. On te donne la main, Eric. Du coup, donc, excusez-moi pour les autres. Donc, Eric Forêt, je suis sorti d'HU en 90. Donc, génie industriel, à la fois génie civil et à la fois génie mécanique. Bon, je devais aller travailler dans l'automobile. Dans l'automobile, j'ai jamais travaillé. En fait, j'ai fait de la sucrerie tout le temps, pendant 30 ans. Et aujourd'hui, je fais un tournant. J'ai été directeur d'usine pendant 4 ans. Et puis, ça se complique un peu, notamment l'économie sucrière mondiale est très complexe en ce moment, donc je regarde un peu à faire autre chose et je me tourne un peu vers la reprise d'entreprise. Je suis toujours salarié. Donc voilà, je serai peut-être indépendant dans pas longtemps, dans quelques mois. Comment tu fais pour protéger tes droits ou protéger tes photos? Parce que là, tu nous as parlé, tu nous as bien exposé la partie recherche de débouchés, de valorisation. Par contre, tu dois présenter des bouts, tu dois faire des présentations. Et comment tu arrives à ne pas te les faire piquer et à te faire rémunérer finalement? C'est assez compliqué. Les photos, il faut savoir que dès qu'elles sont exposées sur Internet, on peut les piquer. Même si on enlève les clics droits pour enregistrer les photos, on peut quand même y arriver.
Donc, si quelqu'un veut piquer mes photos, il peut les piquer. Après, du coup, pour les protéger par rapport à des impressions, il faut réduire la qualité, en fait, la résolution. C'est pour ça que les médias comme Instagram ou 500 pix font que les images sont compressées et réduites, ce qui permet d'éviter du coup de les imprimer, on va dire, chez soi, que chacun puisse le faire. Et après, par rapport aux droits d'auteur, moi, quand je publie mon travail, par exemple, sur mon site internet, ça n'empêche pas quelqu'un de copier la photo et de la mettre sur son site internet, peut-être, et aussi d'utiliser par exemple pour des utilisations commerciales. Ce à quoi il faut se protéger. Donc, quand on pense que son travail a suffisamment de valeur, il y a des services qui permettent de faire des scans sur internet, d'essayer de retrouver l'image, un peu comme en fait, sur Google Images, par exemple, on peut chercher une image par rapport à une image. Donc, on peut importer une de ces photos et lancer la recherche et voir si d'autres photos relatives à la nôtre apparaissent. Ça permet de voir s'il y a des occurrences, en fait, des duplicata. Mais sinon, il y a aussi des sites internet spécialisés qui le font et qui sont parfois gratuits et d'ailleurs qui permettent si jamais il y a des démarches administratives et juridiques pour récupérer les droits d'auteur, ils prennent une commission derrière. Donc, il faut regarder par rapport à ça. Après, il y a aussi toute la possibilité, si vous utilisez par exemple Lightroom, d'exporter des photos avec des métadonnées et de mettre votre copyright. Ça permet de sauver ce que ça sauve. Mais voilà, c'est bonjour, la personne qui passe derrière Jean. Et voilà. Donc ça permet, il y a différents moyens de les protéger. Après moi, par exemple, maintenant, je monte mon travail sur Hans Lucas, qui est du coup mon agence, pas qui me représente, mais c'est plus une agence slash communauté, corporation. Donc en fait, on met notre travail là. Et voilà, c'est au travers de ça qu'on peut demander à ce que nos photos soient publiées sur, par exemple, l'AFP pour qu'elles soient vues, pour que nos travaux soient vus par des iconographes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Eric. Ouais, ça répond, voilà, impeccable. Merci. Ben, à bientôt, voilà, parce que je vais devoir vous quitter vers 19h. Merci, Eric. À bientôt. Voilà, après, du coup, on peut partir, je sais pas, dans l'ordre. Moi, tout en haut à gauche, j'ai Rodolphe. Je sais pas si tu veux te présenter. Ah, on ne t'entend pas, Rodolphe. Ton micro Ouais, est activé et pourtant on ne t'entend pas. Ah, Il ne présente pas dans le même ordre. Parce qu'on n'a pas tous le même ordre d'affichage. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. je peux me présenter? Oui. Marianne Rodot. Moi, je suis une assez ancienne. J'ai piqué la photographie, j'ai été piquée par la photographie dans les années vers 86-87 en fait, quand j'étais en Écosse, avec la lumière qu'il y a là-bas. C'est absolument extraordinaire. J'ai acheté un appareil qui n'était pas numérique à l'époque, qui était semi-professionnel, et j'ai fait des très belles photos. Et après, je me suis dit, bah, j'aime ça. Et donc, j'ai continué. Et ce que j'ai fait dernièrement, je prends beaucoup de photos quand je vais en vacances, notamment à l'étranger. Et j'ai présenté ces photos en faisant des diaporamas où je commentais oralement parce que c'était plus sympa dans ce cas-là, dans des EHPAD pour les faire voyager. Et c'est absolument merveilleux. Il faut quelques heures pour préparer un diaporama comme ça, et après, ça leur donne 1 heure de bonheur absolu. Et donc, voilà, c'est mes derniers exploits, je dirais, photographiques. C'est une super idée, en tout cas. Voilà, j'essaye toujours d'améliorer, d'utiliser des appareils un petit peu plus compacts, un peu plus nouveaux, mais tout en gardant une belle qualité de photos. Et j'avoue que j'ai maintenant, avec les nouveaux appareils là, qui ont trop de commandes, c'est extrêmement compliqué. Je trouve qu'on s'y perd un peu. C'est bien imaginé, oui. C'est pas simple. Hein.
Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Vas-y, Luc. Je m'appelle Luc Desmarais, je suis ingénieur HUI E75, donc c'est pas tout neuf. Et maintenant, je suis plutôt à la retraite. Quant à la photo, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis un fils d'artisan photographe. C'est-à-dire quelqu'un qui n'existe plus beaucoup maintenant, parce que c'est un métier qui a presque disparu avec le numérique. C'est-à-dire un photographe installé avec son magasin et qui fait à la fois du développement de photos, qui fait du développement de photos, parce qu'avant les gens faisaient des photos, mais ils n'avaient pas le résultat tout de suite comme maintenant. Il fallait passer par le développement. Et puis la vente de matériel, et puis aussi beaucoup de photos en studio pour les divers comment dire, événements familiaux. Pardon. Comme les communions, les mariages, qui faisaient une grosse partie du travail de mon père. Voilà, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et de ton grand-père. Et c'était également le cas de mon grand-père et de mon arrière. Voilà. Famille d'artistes. Ok. Alors autrement, les photos, je fais moi à la volée, et puis maintenant avec les appareils modernes, et surtout les téléphones qui sont meilleurs que les appareils photo, ça devient inquiétant quand même. Mais oui. Eh bien, j'essaie de faire des photos en sachant que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a dans la poche au moment où on en a besoin. C'est comme ça. C'est vrai. Parce que tout d'un coup, il y a une image qui est belle, il faut la prendre. Elle existe une seconde, et puis la seconde d'après, c'est terminé. Alors que ce soit des émotions, des gens, que ce soit des paysages avec des éclairages, ou que ce soit un mélange des deux, c'est souvent l'instant. C'est d'ailleurs pour ça que la photo, ça s'appelle l'instantané. Voilà. Et Merci. Je rajoute que j'ai épousé un photographe, parce que j'aimais bien aussi la photo. J'ai fait un stage photo à l'IUT. Un gars proposait justement de prendre des photos et de les développer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté mon premier Olympus ou M10 quand j'avais 20 ans. Okay. Donc j'ai pris des belles photos aussi. Et puis là, on a exposé dans le cadre associatif 4 photos. C'était sur le thème du voyage. Et puis sinon, on s'amuse à faire des montages des photos de l'année, les meilleures photos de l'année. Voilà. On aura quelques exemples à vous montrer si on a peu de temps, mais il y a du monde. Alors, je vais laisser parler les autres. Suivant. Okay. Qui veut prendre la parole? Edouard, tu as le micro. Ok, pas de souci. Alors, moi, je m'appelle Edouard Cupiec, HUI 2014. À la base, c'est un peu comme toi, je pense, on a un peu le même parcours, qui ressemble sans être vraiment le même parcours. J'ai terminé mes études. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur pendant 3-4 ans en tant que commercial dans l'informatique. Et je voyais qu'en fait, j'étais pas forcément à ma place. Je sentais qu'il y a un truc qui collait pas, en fait. En entreprise, j'étais pas à l'aise. Je n'arrivais pas à avoir autant de passion que les autres au niveau de leur travail. Et en fait, en parallèle, je faisais du mannequinat. Donc, voilà, j'étais contacté par une agence et je commençais à faire de la photo. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à me dire, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je suis parti de Lille, je suis allé à Paris. Et puis, ça fait bientôt 2 ans maintenant. Maintenant que je suis à Paris et que je fais que ça. Et alors, à la base, je suis plus de l'autre côté de l'objectif. Je me fais prendre en photo. Mais j'ai toujours aimé faire des photos, etc. J'ai toujours aimé bidouiller l'informatique. Et petit à petit, je me suis mis à la photo. Il y a une amie photographe, elle m'a passé son ancien appareil, un EOS 1000D, il me semble. Je ne sais plus la marque exacte. Et j'ai commencé à en faire pas mal, etc. Et forcément, j'avais pas mal de modèles à disposition, des amis, des potes, des paysages aussi, parce que j'ai voyagé pas mal avec mes jobs. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à bien aimer. Et je commence à voir que j'ai un œil, en fait. Je sens que j'ai quelque chose. Peut-être que j'ai un petit potentiel, hein, en restant modeste. Et je ne sais pas comment me développer, comment faire comme tu as fait, en fait. Toi, tu travailles avec une agence, mais comment aller un peu plus loin, en fait. Proposer ce que j'ai et voir si ça vaut quelque chose ou si j'arrête et puis je reste modèle et puis termine. Voilà, c'est. De diversifier un peu plus, en fait.
être modèle, c'est bien, mais maintenant, je commence à préférer faire la photo que plutôt me faire prendre en photo. Ouais. Pour ça, tu Bah, en parlais de fait, l'image. juste pour répondre Pardon? Vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais je disais, enfin, je voulais juste dire, c'est vrai que du coup, en photo, enfin, moi, j'en faisais par passion enfin, dès que j'avais du temps, dès que je partais en voyage, mais il y avait quand même une grosse frustration de ne pas pouvoir faire du travail un peu plus abouti. Et ça, je pouvais pas le faire en étant en fait ingénieur, c'est-à-dire qu'il me fallait une liberté de mouvement, une liberté de temps pour entreprendre et faire des reportages photos. Et c'est de toute façon, c'est qu'en pratiquant qu'on deviendra, enfin qu'on devient meilleur. Donc, il fallait que moi, en tout cas, je m'émancipe de mon métier d'ingénieur pour me dire, ok, je pars un mois au Népal, je pars 3 semaines au Kyrgyzstan Ouais, en fait, ce pour problème-là, je l'ai eu. pratiquer et être sur des. Ouais. Pardon? En fait, ce problème-là, j'ai eu la même Vas-y, vas-y. problématique que toi, mais c'était pour devenir mannequin, en fait. C'était pas forcément photographe Ouais, à la base. Mais du coup, j'ai dû m'émanciper, oui, gagner du temps. J'ai arrêté mon job, j'ai lâché mon CDI, je suis allé à Paris, j'ai tenté, et là, ça marche. Et là, maintenant, je voudrais diversifier un peu exactement. plus ce côté artistique, on va dire. Et toi, tu fais beaucoup de documentaires, et ça, j'aime pas mal. Par exemple, des fois, je vais à Bordeaux, je vois une Hmm. manifestation, bah, je commence à faire un reportage photo des policiers, des manifestants. À la fin, je me dis, ça raconte une belle histoire, en fait. Mais je sais pas Ouais. comment l'exploiter, en fait. Je l'ai, mais elles me servent, elles me restent personnelles, mais j'arrive pas à les diffuser, à en faire quelque chose. Et la retouche, je m'y touche. Je commence à bien toucher la retouche, et je sais pas. J'ai l'impression que je peux gérer le projet un peu en entier, mais je sais pas après comment, au niveau des contacts, au niveau des relations, qui peut m'aider, ou les médias qu'il faut contacter, ou je sais pas quoi faire. Hmm. Bah moi, par rapport à ça, pour répondre vite à ta question, bah après, on pourra en revenir en détail si on a le temps. Euh, Moi, de ce que j'ai compris en parlant avec des journaux, en parlant avec des médias, c'est que il faut, bah déjà, il faut travailler enfin, il faut travailler son art, il faut travailler du coup sa technique, apprendre. Déjà, il faut, enfin, enfin, si tu veux, je trouve l'être humain a une sorte de lecture des images qui fait que ça, D'accord? on peut pas passer outre. Il faut apprendre les règles de composition, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne et qu'est-ce que notre cerveau trouve beau. Ça passe par, on va dire, la règle des tiers, le nombre d'or, ça passe D'accord. par le cadre dans le cadre. Il y a plein de règles de composition comme ça qu'on peut apprendre. Et après, une fois qu'on a ça, il faut travailler du coup avec ces règles de composition pour trouver un peu de créativité, tenter aussi des nouveaux cadrages, des nouvelles choses. Et ensuite être critique par rapport à son travail, le montrer le plus possible à des photographes pro, par exemple. Souvent, dans les festivals, il y a des lectures de portfolio. Par exemple, à Paris, il y a la Maison européenne de la photographie qui propose parfois des lectures de portfolio gratuitement. D'accord. Les Donc, en fait, européennes on de peut la y aller et montrer ouais, la MEP, Maison européenne de la photographie. D'accord. Et en faisant ça, on peut avoir des retours sur son travail et des bons retours. Par exemple, moi, là, j'ai montré mon travail à un photographe qui MEP. s'appelle Elrich Leboeuf, D'accord. qui, qui a regardé mon travail et qui m'a donné plein de bons conseils, notamment sur comment raconter une histoire et quel matériel avoir. Pour la photographie documentaire, il m'a dit un 35 mm et un 50, ça suffit, pas besoin de plus. Et après, il D'accord. faut se lancer. Donc, montrer son travail pour avoir des retours, et des retours pertinents. Pas... C'est vrai que quand tu montres, enfin, moi, quand je montre mon travail à mes parents, ils sont tous, ils vont forcément dire que c'est joli, mais est-ce que Mm. c'est Ouais, c'est pas pertinent pour clair. mon avenir des photographes C'est pareil. c'est Mes discutable. parents se prennent en photographie, ils disent bah, c'est beau, c'est bien, c'est cool, mais ça m'aide pas à progresser. Voilà, c'est ça. Ok, Donc, en ouais. fait, il faut chercher à avoir des retours de professionnels. Et ensuite, être critique, montrer que ces derniers travaux, on va dire ces 2-3 dernières années, quand on commence en tout cas. Et après, tu peux faire des dossiers de presse, tu fais un texte explicatif et après 10 photos ou 15 photos Mhm. et tu l'envoies à des médias. Et quand par exemple tu as 3-4 dossiers de presse qui te plaisent, ou même 2-3, tu peux essayer de contacter des agences de photographie comme Hans Lucas, D'accord. qui est de la photographie documentaire. Et eux, si tu acceptes, après, bon, outre l'abonnement que tu dois payer mensuel, Mhm. tu pourras mettre ton travail sur des plateformes comme l'AFP. Et là, derrière, tu auras des possibilités d'être publié. D'accord. Ça marche plutôt comme ça. Moi, au début, je cherchais
envoyer mon travail genre, je contactais directement je sais pas moi, le Figaro, Paris Match, etc. Mais j'avais pas forcément des retours, même très peu, parce qu'ils en reçoivent des dizaines, des centaines. Donc, il faut plutôt chercher à se développer soi-même jusqu'à ce que tu sentes que tu es fier de ton travail. Et moi, en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est pas encore gagné. Et ensuite, tu montres et tu essaies de rentrer dans des organisations pour gagner de la visibilité. Tu peux tenter d'envoyer directement à des mags, mais c'est quand même chaud d'avoir des réponses et d'être publié suite à ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu fais de la vidéo un peu ou tu fais uniquement photo? Non, alors j'ai mon petit frère qui est vidéaste et j'ai pris plutôt la décision de pas en faire parce que je me rends compte que c'est deux métiers différents. Ouais, c'est Et ça. moi, quand je suis sur le terrain, je peux pas me permettre d'être là au moment où, par exemple, l'aiguillé, il est sur son cheval et il envoie son aigle chasser le renard et que moi, il faut que je fasse OK mon panneau en vidéo et en même temps ma photo. Tout Mm. seul, c'est pas possible. D'accord. Donc, je me suis dit autant faire qu'une chose et c'est bien la faire. Donc, Ouais, en tout cas, je fais pas de vidéo. ouais, puis tu fais doubler avec lui, donc au final, enfin, si vous êtes deux, c'est encore mieux. Ton Ouais, frère, voilà, c'est ça. Je cherche à partir avec des vidéastes, ouais, justement ouais, pour c'est souvent ce qui multiplier se les passe supports. sur un tournage. En général, il y a un photographe, un vidéaste, enfin, il y a les deux en fait. Est-ce que tu Ouais, vends c'est ça. aussi est-ce que tu vends sur des banques en ligne ou pas du tout? Non, 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 Non. non, j'ai pas fait ça. C'est une stratégie, hein. On peut vendre en ligne, on peut vendre des photos. D'ailleurs, ça peut bien gagner, mais il faut en faire beaucoup. Moi, j'ai fait le parti pris de vraiment vouloir faire de la photo, enfin, faire uniquement ce que j'aime en photographie. D'accord. Et ça veut dire que pendant longtemps, j'ai fait pendant 2-3 ans des mariages. J'ai fait très peu de shooting, mais j'en ai fait un petit peu. Et j'ai fait d'autres activités comme ça qui me permettaient de gagner de l'argent en photographie. Mais j'ai pas voulu pousser plus loin parce que j'avais l'impression de perdre ce qui me plaisait, c'est-à-dire perdre le plaisir de prendre des photos, perdre le D'accord. plaisir d'être créatif parce que j'avais une obligation de gagner de l'argent avec. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce mode de vie, pour l'instant, me convient, qui est là, par exemple, je suis confiné chez mes parents, je fais des sites internet pour des clients, je fais de l'infographie, des trucs comme Ouais, ça. toutes les Je compétences gagne, autour. ouais, voilà, j'ai des compétences autour qui me permettent de pallier des creux, que ce soit des creux saisonniers ou là, comme ici, vraiment des crises sanitaires. Donc, c'était plutôt judicieux d'avoir plusieurs métiers, parce que c'est là que la photo documentaire est compliquée. J'ai encore du mal à me spécialiser un peu comme toi. Moi, j'ai l'impression que je m'intéresse un peu à trop de choses, à trop de domaines. J'aime bien faire des portraits, prendre des mannequins et prendre en photo. J'aime bien faire des paysages, partir en vacances, Hmm. ou des événements qui se passent, ou même prendre des insectes ou même des plantes. Tu vois, enfin, je fais un peu, je fais de la vidéo en même temps, des montages vidéo. Enfin, j'ai l'impression que j'ai du mal à me spécialiser, à trouver vraiment ce que je veux vraiment faire et où là je pourrais être bon. Bah C'est là, pas pour le facile. coup, ça veut dire que pour moi, tu es encore au début de, du voyage hein, Ah, ok. enfin, avec cet art. Et du coup, il faut continuer à chercher. Moi aussi, hein, au début, je prenais en photo tout ce qui bougeait, donc les insectes, les animaux. J'ai acheté un téléobjectif. J'étais parti en Tanzanie prendre en photo les lions. Après, j'ai fait des photos de voie lactée, de paysages. Et jusqu'au moment où tu commences un peu soit à te lasser de certains sujets, ou soit à vraiment prendre du plaisir à faire autre chose. Et moi, je commence vraiment à prendre plaisir à faire pas que de la photographie, mais presque même de l'anthropologie, où j'essaie d'étudier des peuples. Là, par exemple, les peuples nénètes, c'est vraiment tout un rapport avec le gouvernement russe, la crise écologique, Ça, l'extraction de gaz. Donc, ça, j'ai pas encore vraiment testé, mais je pense que ça me plairait beaucoup. Parce que tu hmm. parlais de méditation, tu parlais de découvrir des peuples. J'adore ça, en fait, partir à l'aventure et pas aller à l'hôtel, tu vois, mais découvrir les populations, etc. Et discuter avec eux, leur demander si je peux prendre une photo d'eux, ils sont d'accord. Ça, c'est vraiment c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais tu peux pas faire ça tout le temps, tous les jours. Je veux dire. Enfin, Ouais, c'est ça. pour l'instant, je peux pas. T'as Mais ça me plaît. des photographes qui font plein de choses. Du coup, quand tu vas sur leur site internet, ils font plein de trucs. Ils font les mariages, ils font les shootings, ils font les paysages, ils font les documentaires. Mm. Moi, je pense que Et c'est se tirer une balle dans le pied, moi, ouais, je pense de aussi, faire ouais. ça. Ouais, c'est clair. Au début, je faisais ça, hein, mais il y a 3 ans ou 4 ans, mon site internet était ingénieur, photographe, infographiste.
Et clairement, ça m'a desservi. Maintenant, j'ai mis que photographe et tout le reste, c'est du bouche-oreille. Et déjà, c'est mieux. Et même en photographie, je mets que de la photo documentaire. Je mets pas les mariages. J'ai un site dédié. J'avais un site dédié pour les mariages. Et tout ce qui est Ouais. ingénierie, c'est que du C'est bouche-oreille. comme là, j'ai un ami photographe qui je connais depuis un moment. Il propose de bosser avec lui en tant que second shooter, de shooter avec lui les mariages, etc. Je me dis, ça m'intéresse, mais c'est pas. Enfin, je sais que ça va être plus pour le travail, mais pas forcément pour le kiff réel, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mm. C'est le travail, en fait. Ça sera alimentaire. Ça sera pas, j'adore ça, je vais faire que ça. Enfin, je le mettrai pas en avant, je pense. Mais c'est ce qui Ouais. il y a le plaisir, en fait, et après, Mais- il y a le travail en soi. Enfin, faut faire les deux, je pense, un peu. C'est ça qui est compliqué. Ouais, il faut faire les deux, Parce que c'est moi, vrai. parce en tant que modèle, tu vois, genre, je fais des jobs, genre, enfin, je vais pas en parler, je suis pas forcément fier, enfin, voilà, il y a rien à dire. Il y a des jobs où je vais mettre en avant, alors que, enfin, au final, ça rejoint la même chose. Enfin, Mm. c'est juste l'image, en fait, que tu donnes après aux gens, je pense. Exactement. Enfin, voilà. J'ai parlé longtemps, quand même. Je vais laisser la main. Et juste Merci. petite parenthèse, la photographie de mariage est très formatrice. Enfin, Ouais, parce on fait à la fois du docu, on fait de la macro, on fait du détail, on fait du shooting. Et ouais, quand c'est on vrai. veut se lancer en tant que photographe, c'est super. Moi, j'y suis allé au culot. J'ai acheté un stand au forum du mariage à Paris. J'avais fait qu'un seul mariage dans ma vie et j'ai dit que j'en avais fait plein. J'ai imprimé mes photos et aussi des photos de potes à moi qui m'ont autorisé à les imprimer. J'ai dit que c'était les miennes. D'accord. J'ai dit, je suis allé voir les gens, je leur ai dit, moi, je peux vous faire ça et même mieux. Et finalement, j'ai rempli mon année comme ça, Putain, t'as été au salon du au mariage, c'est culot. ça? C'est ça que t'as fait? Ouais, au salon du À Paris? mariage, ouais. Ouais, ouais, à Porte de J'ai Versailles. fait j'ai fait un mariage aussi, moi. Je vais essayer de faire pareil que toi. C'est une bonne technique, ça. Pas mal, pas mal. Ouais, Ouais, mais merci de pour toute la façon, leçon. ouais, si on veut être freelance, il faut oser. De toute façon, moi, je dis jamais non à un contrat. Et puis après, aussi, je sais pas le faire, Merci. je paye un prestat pour le faire. Mais en tout cas, faut Ouais, tu faire sentais violence, la quoi. capacité, les compétences de le Ouais, faire, donc tu dis, c'est ça, c'est ouais, juste que tu n'as pas les exactement. contacts, il manque juste ça, en fait. Ah, ok, t'as raison. Exactement. Ok, merci pour Voilà. l'idée. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Merci. De rien. Une autre personne veut prendre la parole? Peut-être qu'il y en a qui veulent juste être spectateurs, donc je vais pas forcer la main. Oui, Bonjour, moi je oui. m'appelle du coup Thibaut, je suis actuellement encore à HEI et du coup je suis juste amateur de photos, je prends des photos pendant mes voyages et pendant la journée. Et en fait moi je me demandais si tu utilises quoi comme appareil. C'était un peu des Ah, conseils par rapport à ça. ouais. Alors, grande question, là, pareil. C'est des questions que je me pose encore, donc pour te dire, on n'a jamais fini. J'ai commencé quand j'étais à HEI, j'avais un 60D, un Canon. C'était un moyen format m'avait coûté à l'époque peut-être 700 euros. Après, je suis passé au plein format, au 24-36 mm, c'est la taille du capteur. Je suis passé sur un 6D, toujours chez Canon. Ça a été vraiment pour moi une révolution de passer du moyen format au grand format. Je trouve qu'on a une perspective différente, on a une qualité d'image, une gestion de la lumière différente. Et après, j'ai commencé en gardant ce 6D à acheter des objectifs plus pro. Je suis passé au 24-70, 2.8. J'ai beaucoup travaillé avec des zooms. Au début, des zooms entrée de gamme, milieu de gamme, et puis après des zooms haut de gamme. Euh, et ensuite, j'utilisais l'appareil de mon frère qui était vidéaste et qui utilisait un 5D Mark III, qui est pas mal utilisé aussi pour la vidéo. Et ça m'a conquis. Je suis ensuite passé au 5D Mark IV, donc vraiment le modèle au-dessus, qui coûte cher. Mais en fait, moi, mon évolution dans le matériel, elle a été progressive sur 6-7 ans, et elle s'est faite à chaque fois que je sentais que j'arrivais aux limites de mon matériel. Et j'ai un petit côté un peu geek et je voulais vraiment tout le temps bien tout maîtriser. Donc tous les boutons, je les connais, tous les paramètres, je connaissais tout, enfin je connais tout sur tous mes boîtiers. Et à chaque fois, par exemple, je me sentais limité. Avant, quand j'ai commencé avec un 60D et que j'avais un 17-55 mm qui ouvrait à 5-6, j'avais rien, j'avais aucune luminosité. J'étais obligé de monter en ISO tout le temps. Je loupais à mes mises au point, c'était horrible. Et au bout d'un moment, quand on commence
peut-être à être frustré en disant ok, ça je le maîtrise, j'essaye de passer au-dessus. Et donc c'est comme ça que petit à petit je suis monté en gamme. Mais comme l'a dit Luc, on n'a pas besoin d'un grand appareil, d'un gros appareil pour faire des belles photos. Et de plus en plus, je me lasse moi de mon réflexe qui pèse 8 ou 900 grammes, 8 ou 900 grammes avec des objectifs très lourds aussi. Et je réfléchis à partir à acheter un Fuji, c'est le X100, je crois, qui est en 35 mm, un compact professionnel qui me permettrait de toujours l'avoir dans la poche. Moi, j'ai quand même encore un peu de mal à prendre des photos qu'avec mon téléphone. Je trouve qu'il y a un côté où je sens que ça, je sais pas, je me sens pas photographe quand je suis avec mon téléphone et pourtant c'est exactement la même chose, mais Mais il n'y a aucun réglage à faire en fait. Comment? Il n'y a aucun réglage à faire sur un téléphone, c'est clac, ça Ouais, marche. c'est vrai. Ouais, t'as rien fait, t'as juste cliqué. Est-ce que le fait de ne pas avoir le RAW sur le téléphone ou un RAW. Oui, ça c'est vrai que moi je travaille en RAW, donc en fichier brut, c'est pas UJPEG, c'est les fichiers, donc les fichiers qui ont beaucoup plus d'informations au niveau des couleurs et de la luminosité, ce qui permet d'avoir plus de liberté après derrière pour retoucher. Ça permet de sauver des clichés qu'on prend qui sont souvent parfois sous-exposés, mal cadrés, etc. Vu qu'on n'a pas de compression, on n'a pas de perte, et on peut se permettre de modifier au maximum son image. Et voilà, du coup, moi vu que maintenant je vais plus vers la photographie documentaire, un 35 et un 50 mm ça suffit. Et quitte à en avoir un dans la poche, par exemple, là, je suis parti de Paris pour rejoindre mes parents à Aix-en-Provence, un peu à la va-vite, parce que je sentais qu'on allait être confiné. J'étais tellement chargé que j'ai pas pris mon appareil, que j'ai regretté. Et maintenant, je regarde plein de comparatifs pour savoir quel petit compact prendre en plus pour pouvoir prendre. Parce que j'aurais bien voulu faire un reportage photo de ma famille en confinement et de comment on occupe notre quotidien. Ouais. Voilà, donc avoir toujours un petit appareil sur soi, celui qu'on a tout le temps dans la poche, c'est au final le plus important. Et après, si tu augmentes, si tu sens que tu en as le besoin et le plaisir aussi. Ok. Et juste, petite parenthèse, parfois je faisais pendant mes workshops, quand on allait dans les yurts au Népal, au Kyrgyzstan, il y en avait parfois certains qui étaient tous avec leur gros appareil photo, parfois aussi cher que le mien. Ils ne savaient pas s'en servir. Et outre le fait qu'ils ne savaient pas s'en servir, moi j'avais parfois la flamme de prendre le mien pour des petits moments où je sentais que la photo allait pas donner grand-chose. Et je prenais juste mon téléphone. Et en respectant les règles de composition, en ayant un petit regard critique sur ça, j'arrivais quand même à faire des photos intéressantes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo digne de ce nom. Je crois que la focale équivalente à un plein format pour les smartphones, c'est 24 mm. Donc, on est presque à du 35. On peut faire un peu du reportage photo en 24. Ouais, non, faut pas hésiter à chercher. Moi, je trouve que l'appareil photo, c'est bien, mais c'est plus pour les réseaux sociaux, etc. Et quand tu veux la retoucher, la retravailler, l'imprimer, l'envoyer de la presse, avec des photos de téléphone, je trouve que c'est un peu plus compliqué, quoi. Ça devient limité, en fait. Mais sinon, c'est parfait pour Instagram, faire des belles photos, c'est parfait, hein, ça marche, ça fait le taf. Mais vraiment, moi, ce qui m'a cassé, c'est j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Du coup, vu que j'ai intégré Hans Lucas il y a 3-4 mois, le fondateur, Wilfried, il nous pousse aussi parfois à faire de la photo sur smartphone. Et il était fier de nous montrer des photos qui ont été publiées, je crois, sur Le Parisien et sur Libé, je crois que c'était Libé en web, où il a pris des photos des rayons où il n'y avait plus de PQ. Et vu qu'il a été le premier à les mettre sur l'AFP avec son téléphone, ben, il a été publié. Donc en fait, parfois, pour étayer un propos qui est plus journalistique, pas besoin de faire des photos avec des grosses profondeurs de champ, des super cadrages. Quand on regarde toutes les photos que les médias nous envoient, souvent, c'est pas forcément la photo du siècle, que ce soit en cadrage ou en retouche. Et lui, il nous poussait aussi parfois à en faire. Moi, je fais pas de la photo d'actualité, mais certains photographes, oui. Et pour le coup, faut pas, on va dire, se restreindre à prendre une photo si on n'a pas son matériel. Peut-être que juste le prendre avec son téléphone,
peut avoir En aussi fait, une utilité à des moments, quoi. là, tu parles des gens, en fait, c'est les personnes qui connaissent, qui démarrent dans la photo, s'ils font tout au téléphone, ils vont pas comprendre c'est quoi un ISO, la focale, la vitesse. Ah oui, Ils vont oui, pas apprendre tout ça ça. pour le coup, je suis C'est ça le d'accord. truc. Je suis d'accord. Et tu peux pas Faut prendre comprendre un la hybride photo. ou un Si- réflexe pour comprendre ça. Mm. Et pareil aussi, quand on parle de matos, moi je sais, on m'a dit ça, pas mettre toute cette thune directe dans un boîtier, mais plus prendre un boîtier un peu moins cher et mettre plus de sous dans les objectifs aussi. Ouais. Parce que c'est beaucoup Exactement. plus important, on a dit, le boîtier, plus il est gros, mieux c'est, pas forcément. Ouais, exactement. En fait, la perte de qualité de ton image, elle commence dès qu'il y a du matériel, donc dès qu'il y a une optique. On passe 10 couches de verre. Si on perd tout le piqué de l'image, même si on a un capteur performant, on n'aura pas une bonne image à l'arrivée. C'est pour ça que moi, j'ai pris un plein format, le 6D, c'est-à-dire l'entrée de gamme. C'était le 6D Mark I. Et après, j'ai acheté tout un parc optique professionnel. Et ensuite, j'ai acheté un boîtier, le 5D Mark IV. J'ai fait ça dans ce sens-là. On m'avait donné le même conseil, en tout cas. Voilà. J'ai vu que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui levait la main pour parler. Oui. Oui, bonjour à tous. Bonjour Geoffrey. Ouais, moi, Bonjour. ingénieur génie électrique 93, donc ça commence à dater un petit peu. Je m'éclate toujours autant en étant ingénieur, donc ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, je fais pas mal de photos quand j'ai le temps. C'est surtout ça qui me manque aujourd'hui. J'ai fait je m'identifie à beaucoup de choses qui ont été dites jusque-là, donc c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un cheminement. Quand on commence dans la photo, on fait plein de choses, on se laisse aller à faire de la macro, du portrait, du reportage. Voilà, il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Je me reconnais aussi dans certaines choses qui ont été dites dans la course à l'armement, et ça, il faut essayer de résister à ça. Il ne faut pas se lancer. Effectivement, on veut toujours acheter. Il y aura toujours un nouveau truc qui sera plus sympa, mais en fait, le meilleur appareil photo, c'est même l'œil, et il faut plutôt travailler sur sa sensibilité. J'ai eu la chance, j'étais parti, j'ai pas mal bourlingué pour mon boulot et je suis revenu m'installer en France en 2007 et j'ai eu la chance de tout de suite tomber un peu par hasard sur un club photo local. Tu parlais avant de la MEP par exemple pour aller montrer des portfolios et c'est vrai que ce qui est important pour progresser en photo, c'est de montrer ce qu'on fait et de regarder ce que font les autres et d'en parler. Et effectivement, la MEP, c'est l'idéal à Paris, mais tout simplement, s'il y a un club photo au coin de votre rue, j'ai envie de dire, allez-y, c'est vraiment là où ça peut se faire. Moi, c'est comme ça que j'ai pu exposer, que j'ai pu développer des portfolios, j'ai même publié un ou deux petits trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans un groupe qui est plus ou moins dynamique. Après, forcément, ça va dépendre du club, mais c'est vraiment ça qui veut dynamiser le truc. Et j'étais voir un peu ce que tu faisais, donc Geoffrey, là, il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes. Et ce qui m'interrogeait, c'était un peu ta démarche quand tu reviens d'un documentaire, d'un travail que tu aurais fait sur une période. Comment que tu vas traiter ce portfolio? Tu as toute cette matière brute, tous ces clichés qui, à toi, te plaisent. Tu as une histoire que tu peux développer avec elle. Tu as quelque chose que tu sens. Comment que tu fais ensuite? Est-ce que tu travailles seul dans ton coin? Est-ce que tu vas voir des gens de ta famille, des gens que tu connais, des professionnels? Quelle est ta démarche en fait photographique à ce niveau-là? En fait, avant, je faisais tout seul et ça m'a un peu desservi. De toute façon, au début, je partais dans tous les sens, c'est-à-dire que je faisais des photos. Par exemple, j'ai eu la chance de partir en Inde avec mes parents et donc j'ai pris en photo tout ce que j'ai vu, mais il n'y avait pas trop d'histoire ou de contexte. Et après, j'ai appris à contextualiser mes séries, à raconter des histoires. Ça prend beaucoup de temps. Je suis loin de tout savoir là-dessus, d'ailleurs. Et, et ensuite, une fois que je reviens, par exemple, quand je suis revenu du Kyrgyzstan avec peut-être, je sais pas moi, 600, 700 photos, je les mets sur Lightroom, je mets des petits drapeaux sur les photos qui me plaisent. Après, je commence à les retoucher et j'essaye de travailler un peu le point de vue. Qu'est-ce que je veux raconter? J'avais différents points de vue, par exemple, pour le Kyrgyzstan. Est-ce que je parle que du métier d'aiguiller? Est-ce que je parle de la transmission avec son fils? Est-ce que je parle de la métamorphose de son métier par rapport au monde qui s'occidentalise, etc. Et du coup, une fois que j'ai choisi mon orientation, après, j'essaie de trouver une série qui peut raconter cette histoire-là. Mais par exemple, Ulrich Leboeuf m'a dit la semaine dernière, moi je te conseille, avant de partir, de savoir déjà un peu ce que tu veux dire, ou du moins d'avoir une première piste.
que tu peux invalider ou pas. Et derrière, de dire, OK, par exemple, si tu veux montrer les technologies au Népal, il faut que d'abord que tu montres tout ton contexte. Et ça, c'est vrai que, par exemple, je l'avais pas fait pour le Népal. On est où? La photo du monastère. OK, après, on rentre dans le monastère, on voit les enfants, et puis après, on rentre dans peut-être leur intimité, etc. Mais qu'il faut y aller crescendo. Et ça, par exemple, je l'avais pas vu. Et donc, avant, je faisais mes photos et mes séries seul. Et après, j'ai commencé à montrer, à connaître un peu des gens dans le milieu. Et pendant quelques temps, j'ai montré mon travail à des gens aussi dans le milieu de l'art qui étudient la photographie. Peut-être pas forcément la photographie documentaire, mais peut-être l'histoire de la photographie, ou qui sont un peu généralistes là-dessus, et qui m'ont donné des points de vue intéressants. Et même pendant mes reportages, ça m'est arrivé d'envoyer mon travail à une ou deux personnes, à leur dire voilà ce que j'ai fait, t'en penses quoi? Et ils m'ont dit c'est bien, mais maintenant essaie de sortir un peu de ta zone de confort, essaie de tenter des trucs, des cadrages un peu différents. Et c'est vrai que ça a tendance à me pousser d'un point de vue créatif, parce que souvent on est seul, enfin moi en tout cas souvent je suis seul, et on peut tourner en rond, on peut être amené à tourner en rond, voilà. Merci. Je sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, tout à fait. Non, c'est très juste. Et... Pour le tri. Et tu disais, tu as même un ordre dans la façon dans laquelle tu vas publier tes photos. Tu penses même à un ordre, comme tu disais, là, le Népal, remettre dans le contexte le monastère, après tu rentres dans le monastère. Et ouais, ça a beaucoup d'importance, ça. Ouais. Je pensais pas. En vrai, je pensais pas du tout. Moi, quand je faisais de la photographie, je voulais juste faire les plus belles photos possibles et me dire qu'elles vont peut-être être publiées. En fait, c'est pas tant ça qui est intéressant. Ce qu'il faut, enfin, dans l'idéal, c'est comprendre une histoire en regardant les photos. Et pour comprendre une histoire, il faut s'inspirer, même presque du cinéma, il faut s'inspirer des contes. Il faut savoir comment on commence et comment on raconte une histoire. Et on commence souvent avec un plan large et après on rentre dans le sujet. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire dans la photographie documentaire. Après, peut-être que des médias vont publier que 3-4 photos parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace sur 3 pages et du coup, ou 2 pages, et qu'ils vont publier que les plus intéressantes. Mais en tant que photographe, quand on veut montrer son travail ou quand on veut soit le montrer à la presse ou le montrer à des concours, il faut pouvoir arriver à raconter une histoire qui soit la plus claire possible. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de mon côté. C'est pas forcément ce que j'ai mis en pratique tout le temps, mais c'est même des choses que j'ai apprises il y a que quelques jours, donc on fait qu'apprendre dans ce milieu. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Marianne. Je suis toujours à HEI. Moi, je suis plutôt au stade d'amatrice encore. Et du coup, je prends un peu tout ce que je vois, tout ce que je trouve beau. Et j'essaye de sélectionner, mais là, tu parles d'histoire et je voulais savoir qu'est-ce que tu fais de tes photos? Parce que, est-ce que tu fais des albums, des diaporamas? Parce que on prend plein de choses et quelques années plus tard, c'est sympa de revoir, se remémorer des voyages. Mais qu'est-ce que tu conseilles pour donner vraiment une vie et une longévité aux photos? Alors, moi, ma stratégie par rapport à ça, c'est de les imprimer. Ça coûte pas si cher que ça pour imprimer une photo sur papier, juste papier photo. Faire un tirage d'art coûte une dizaine d'euros ou 15 euros peut-être pour avoir un 20 par 30 à des bonnes qualités. Moi, j'ai investi, j'ai acheté 7 cadres d'exposition, un peu plus grands, avec des fonds perdus. Et régulièrement, ils sont tous dans mon salon, et régulièrement, je change et je mets des photos du Népal, puis après du Kyrgyzstan. Donc en fait, ça permet aussi de varier sa propre déco et en reprenant plaisir à voir les photos en imprimé. Avant, j'imprimais beaucoup sur Dibond. C'est du coup, c'est imprimé sur papier photo et ce papier est collé sur un alliage alu, c'est Dibond. Mais en faisant ça, on peut pas changer la photo. Donc j'ai 2-3 tirages comme ça, des grands tirages au-dessus de mon lit. C'est un grand plaisir. Et derrière, c'est quand même bien d'avoir des tirages papier qui permet aussi en plus derrière de pouvoir le montrer
lors des lectures de portfolio, j'ai acheté une sorte de grand porte-vue où je mets toutes mes photos dedans, ou du moins celles que je veux montrer. Et je vais avec ce gros porte-vue parfois montrer mon travail à Terre d'Aventure, à des médias ou à des amis, quoi. Donc vraiment imprime les photos, je trouve que ça donne une réalité, vraiment, ça les fait vivre. Ok. Une photo n'est vraiment belle que lorsqu'elle est vraiment vue, quoi, je trouve. Enfin, on peut la toucher presque. Ouais. Voilà. Et Merci. et moi en tout cas, je garde de rien. Je garde toutes mes photos. J'ai des gros disques durs où je stocke tout. Euh, et parfois, je prends plaisir à les regarder à nouveau. Mhm. Avant, je mettais mon travail sur Flickr, je mettais mon travail sur Behance. Vous pouvez retrouver mes anciens travaux. Sur mon site internet, je mets plus que les travaux qui peuvent me servir d'un point de vue professionnel, mais je garde toujours ces travaux-là, ce qui me permet après derrière de pouvoir les retrouver, de les montrer quand je suis chez moi, par exemple. Et Instagram aussi permet de montrer avec plus de liberté son travail. Donc, le mieux, c'est de les publier, de les exposer et de les montrer. C'est que comme ça, de toute façon, qu'on peut avoir des retours sur notre travail donc, et progresser derrière. Voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Sophie. Des présentations aussi. Ouais, Oui. parce que ça fait déjà 1 heure, donc c'est pour ça que s'il y en a qui ont des obligations, etc., c'est pour ça que je voudrais forcer personne à rester. Après, j'ai prévu la réunion sur 1h30, donc ça va pas être coupé. Si vous voulez rester, on peut rester encore un peu, mais voilà, si des personnes ont des obligations, n'hésitez pas à quitter avant. D'accord. Donc, Sophie, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Donc Sophie, bon déjà, bravo Geoffrey pour ton parcours. C'est intéressant et assez impressionnant parce que finalement, je trouve qu'elle est assez rapide, ta progression là, dans le monde de la photo. En plus, en autodidacte, donc enfin, voilà, c'est chouette. Et pour la petite anecdote, j'ai fait partie de la première équipe Déclic de HEI. Donc. Oh, super. J'ai fait 1 an aussi chez Déclic. Comment ? Prendre des photos J'ai fait 1 an chez Déclic pour faire les photos de soirée. Donc, oui, j'ai lu ça dans un HEI Info. Enfin voilà, c'est marrant parce que c'est ressorti il y a pas longtemps. J'ai retrouvé des vieux documents là, donc c'est marrant. Donc voilà, j'aime bien la photo et j'avais une petite question par rapport au sujet que tu abordais tout à l'heure au niveau des appareils, de la technologie. Alors moi, j'utilise un ancien appareil que j'aime bien, enfin un réflexe, un Canon 450D, donc c'est assez vieux. Du coup, j'aimerais bien monter en gamme ou, comme tu disais tout à l'heure, un hybride. Donc, je ne sais pas, est-ce que je monte, oui, je prends un 60D ou un, je sais pas, je crois que c'est 70 même maintenant. Enfin, je reste sur du réflexe ou je bascule sur l'hybride et là, c'est encore autre chose. Enfin, j'ai vraiment du mal à savoir dans quoi je vais investir pour continuer. Parce que là, je suis un peu en mode, je fais plus trop de photos là. Bah, c'est des grandes questions auxquelles on ne peut pas répondre à ta place. Moi, j'ai posé la même question il y a 2 semaines parce que justement, j'étais frustré de ne pas avoir pris mon réflexe parce qu'il était lourd. Et justement, c'est ça aussi. Du coup, il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut prendre en photo. Par exemple, si on a comme envie de prendre en photo quand on part en vacances, mais qu'en même temps, on ne veut pas trimballer un gros sac photo avec 4 optiques qui pèsent une dizaine de kilos, il va falloir s'orienter vers plutôt peut-être du matériel hybride qui permet d'être plus compact et plus léger. Après, il faut toujours penser, pour moi, le matériel en fonction de ce qu'on veut en faire. Si on commence à travailler avec des clients comme par exemple Felio ou des marques de vêtements ou de mode qui veulent des impressions en très très grand format, on va chercher un appareil qui le permet. Donc les Canon, je sais plus lesquels c'est, les 5D, SR ou enfin bref, je sais plus exactement la terminaison. En gros, des capteurs qui ont des grandes résolutions et des grands capteurs.
des appareils qui ont des capteurs de grande résolution, dans le bon sens. Et donc, il faut penser le matériel en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Si c'est pour mettre sur Facebook, Instagram, les publier sur un petit carnet de photos qui dépasse pas 20-30 cm, il n'y a pas besoin d'avoir une grande résolution et donc du coup un gros capteur et donc du coup un gros boîtier. Donc il faut vraiment penser l'utilisation que tu vas vouloir faire de la photographie. Et après, c'est les affinités. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai préféré les réflexes pour avoir le contrôle, la vision optique. Mais là, de plus en plus, je me dis qu'un réflexe pour la photo documentaire de tous les jours, qui me permettrait de pratiquer, c'est peut-être pas forcément adapté. Parce que, par exemple, là, en partant, j'ai eu la flemme de prendre mon appareil. Si j'avais un appareil qui tenait dans ma poche ou qui pesait 500 grammes uniquement, peut-être que je l'aurais pris avec moi. Et peut-être que du coup, avec ça, j'aurais pu pratiquer. Donc, faut vraiment voir sur l'utilisation qu'on en ferait. Il y en a, quand j'ai posé la question là sur mon groupe, enfin sur l'agence, qui m'ont dit, moi maintenant j'ai lâché tous mes gros réflexes pour m'acheter juste le Fuji X100, X100V ou le F, donc la version 4 ou la version 5, parce que je l'ai toujours avec moi et je fais de la photo de rue et ça me suffit quoi. Et c'est vrai que la qualité est suffisante pour du print, la qualité est suffisante pour les expos, donc c'est suffisant. Il faut trouver ce qui te plaît quoi. C'est un peu ça, il faut explorer. Mais c'est important d'explorer en connaissant bien les paramètres qui rentrent dans la prise de la photographie. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO. Je pense que c'est primordial de connaître tout ça et après de faire un choix conscient de est-ce que je veux un gros boîtier ou un petit boîtier. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour des endroits où on peut essayer en fait des appareils, enfin surtout les hybrides en fait. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut essayer avant d'acheter, parce que c'est quand même un budget. Alors parfois dans les magasins on peut. Je sais qu'au salon de la photographie à Paris, j'ai pu essayer 2-3 matériels. J'ai essayé comme ça les Sony A7S ou A7, les Sony quoi, les hybrides haut de gamme que j'ai pas aimé moi le viseur virtuel quoi en OLED. Moi j'ai pas accroché à ça ni à la vitesse de mise au point. Donc ça permet peut-être d'enlever un doute. Après tu peux demander aussi autour de toi, peut-être que des gens en ont. Et sinon, troisième possibilité, on peut aussi le louer du matériel pour un reportage. À Lille, je sais pas si vous êtes encore à Lille, Sophie, mais à Lille, il y a le Fnac, il y a un rayon appareil photo qui est monstrueux. Hein. Ils sont tous en essai et tout ça. Ouais, mais du coup, en magasin, je suis toujours un peu frustrée parce que, enfin, voilà, il y a tout qui reste attaché. Mais oui, en location, peut-être. Ouais, location, ça se fait beaucoup. De toute façon, c'est pas très cher en plus la loc. Et après, si tu peux, par exemple, si tu intègres une agence, enfin pas une agence, mais comme Déclic par exemple. Moi, je sais quand j'étais chez Déclic, j'avais mon pote Clément qui m'avait prêté son boîtier. À l'époque, c'était un 5D3. Moi, j'en avais jamais eu. J'étais sur du 60D. C'était en mode, waouh, c'est gros, c'est lourd, c'est bien, c'est solide. Ça prend des photos super rapidement. Et du coup, j'ai pris plaisir à explorer comme ça. Donc peut-être essayer de chercher à rentrer dans des petits clubs d'amateurs. Et peut-être que les gens auront le matériel que tu cherches. Ok, merci. Voilà. De rien. Moi, je veux bien parler si personne veut. Oui. Donc je suis Jean et moi ça fait 2 ans que j'en fais à peu près, vraiment. J'ai commencé en prépa, j'ai un ami qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et pareil, je suis un peu foncé tête baissée, je veux un réflexe, tout le monde a un réflexe, souvent les plus gros et tout ça. Puis ça fait pro d'avoir un gros truc dans la main, et ça c'est cool. Et en fait, pour revenir à ce que vous disiez, Sophie, je pense que je regrette d'avoir pris un réflexe maintenant parce que j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'aime bien la photo de rue. Je fais beaucoup de photos de rue, que de ça même d'ailleurs. Et un réflexe tout de suite, tout est plus gros et tout est plus voyant. Photo de rue, on essaie de pas trop se faire voir, d'avoir des moments. Et donc ouais, ça, moi, s'il y a quelque chose que je referais, c'est ça. Et c'est compliqué de changer
d'univers, surtout de réflexes à hybride ou ce genre de choses. Il faut changer toute sa gamme d'objectifs ou alors acheter des bacs d'adaptation, c'est pas facile, c'est toujours plus cher. Donc bien réfléchir, je pense, ouais, à quoi acheter. Et donc, ouais, donc j'ai trouvé mon style, je pense, au bout d'un an et demi. Mon style, le thème de photo que j'aimais, donc la street photo un peu. Et au fur et à mesure, j'ai tout appris grâce à YouTube. Ça, c'est un truc de malade. Je pense que si aujourd'hui on veut apprendre, il n'y a pas besoin de payer trop de formation ou quoi, mais il y a tellement de YouTubeurs qui parlent, et qui ont des contenus hyper variés, qui donnent envie d'apprendre, c'est super. Et ça, et pareil aussi, je pense qu'on n'échappe pas, donc il y a YouTube, et on n'échappe pas aussi aux livres qui apprennent la photo. Il y a plein de règles ou de composition que j'avais jamais tilté. On m'a offert un livre pour apprendre à faire de la photo et ça m'a vachement servi. Donc ça, c'est pas mal aussi, je pense, pour se lancer. Et il y a toujours le premier pas de j'achète mon appareil et le deuxième pas de je sors pour faire des photos et pas ouais, voilà, je sors pour faire des photos et je me prends 1 heure, 2 heures, une après-midi même pour se motiver et aller faire des trucs qu'on aime. Et je pense aussi, il y a un des youtubeurs que je suis qui dit que de la contrainte naît la créativité. Et tout de suite, on veut des gros Exactement. objectifs avec plein de zoom et tout. Et le truc qui est bien aussi, c'est acheter des focales fixes. Parce qu'on a un regard qui est vachement différent. C'est plus on tourne et ça zoome. On est obligé de se positionner, plein de choses. Et la qualité est bien meilleure aussi, on dit souvent sur les focales fixes. Voilà. Et je suis à des clics cette année aussi. Donc, top. Et donc, ouais, ça m'a permis aussi d'essayer du matos qui est sympa et de mettre un pied dans du matériel personnellement, j'aurais pas pu trop avoir. Donc voilà, et ça prend beaucoup de temps d'évoluer en photo. Faut vraiment sortir souvent, même limite se forcer parce que c'est là qu'on voit des trucs de fou et se perdre dans la rue, tout ça, c'est génial. C'est une expérience de malade, je trouve. Ouais. Voilà, et puis après, c'est frustrant parce que c'est long de trouver son style, c'est long de trouver après avoir trouvé son style, il faut peut-être trouver son style de photo avec la colorimétrie, tout ça sur les logiciels de retouche. C'est pas facile du tout, je trouve. Et pareil aussi, s'abonner à des pages sur Instagram, moi, ça m'a pas mal servi. Mais ouais, après, faut vraiment cibler ce qu'on veut voir et tout. Mais pas trop s'enfermer aussi dans son style, voir ce qui se fait à côté, tout ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, puis après, faut évoluer. Comme tu disais, faut vraiment acheter dès qu'on est au bout de ses capacités de son appareil photo, ou même de son objectif. Moi, j'ai le même matos depuis 2 ans là. Bon, là, je commence à avoir envie de voir d'autres choses et voilà. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un avis, Geoffrey, sur le Sigma 1835? Je sais pas si ça te parle, mais Non. bon. Non, j'ai jamais eu de Sigma. J'ai acheté que des Canon pour mon Ouais. Canon. Ah, si, une fois un Tamron, je crois. Donc non, je pourrais pas trop Ouais. te donner. Mais il y a des sites qui sont au poil là-dessus et qui font ça très bien. Voilà. Et d'ailleurs, faut pas non plus se mettre trop la pression pour acheter, je pense, parfois, parce que si on est suffisamment précautionneux, si on achète en occasion, on peut revendre en occasion quasiment Ah au ouais. même prix. Mm. Ça Et m'est arrivé, ça m'est arrivé de le faire en tout cas. le reconditionner aussi, c'est vachement le bon plan. Mm. Moi, j'ai tout acheté en conditionné. Si vous voulez acheter du matos, franchement, vraiment bien. Voilà. Super. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut peut-être une dernière intervention. Oui, Michel. Oui, bonsoir à tous. Thomas Michel, donc, Lancelot. je fais 85. Oui. Je suis l'intervenant en fait de la semaine prochaine sur les investissements financiers. Pour en rester sur le sujet du jour au niveau de la photographie, en ce qui me concerne, bon, pendant des années, j'ai pas fait de photos du tout parce que avant qu'il y ait l'ère des smartphones, j'étais gêné en fait quand je partais en vacances par me promener avec du matériel, etc., etc. Je ne faisais pas du tout. C'était mon épouse à l'époque qui en a fait énormément. Elle était passionnée par ça, donc c'était bien. Bon, par contre, maintenant, je dis qu'on n'est plus ensemble. Nécessairement, j'ai plus de souvenirs de toutes ces époques-là, de tous ces beaux voyages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je fais des voyages, je prends plaisir en fait à faire des photos avec mes smartphones. L'avantage que j'y vois, c'est que c'est léger. Je l'ai en fait dans ma poche latérale du pantalon.
Et l'avantage, en fait, c'est qu'on fait des photos instantanément. On n'a pas besoin, en fait, de s'arrêter, même quand on fait des marches, des treks, etc., etc. Le groupe avance. On n'a pas besoin de s'arrêter, en fait, pour faire une mise au point, etc., etc. On fait la prise de vue directement en marchant et on arrive à avoir des photos de super qualité, malgré tout, à l'arrivée. Donc ça, c'est sympa. Autre truc que je trouve aussi agréable, c'est de faire des petits livres de synthèse qui permettent d'avoir un petit global, en fait, hein. Donc ça permet de partager avec des amis, ça permet de garder aussi soi-même les meilleurs moments de toutes ces périodes-là. Et ça permet, comme disait Geoffrey tout à l'heure, de raconter une histoire, ce qui est sympa. Donc voilà un petit peu mon expérience par rapport à la photo. Aujourd'hui, en fait, je me mets aussi à la vidéo, puisqu'en fait, j'ai des projets sur YouTube. C'est quelque chose d'assez différent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Ok, merci. Je t'en prie. Je veux bien intervenir aussi. On a le temps. Thomas, je suis sorti d'école il y a en 2014 maintenant. Je fais de la photo depuis assez peu de temps finalement, mais j'ai toujours apprécié la photo, mais j'ai acheté un appareil photo en 2016 peut-être. Alors au début, j'ai beaucoup appris. Alors moi, je me suis basé un peu comme Jean, beaucoup sur YouTube, pas tellement sur des bouquins que je trouvais un petit peu chiants, mais surtout sur YouTube, il y a des gens qui expliquent ça vraiment bien. Alors j'ai pas mal progressé au début. J'ai appris un peu les règles, tous les réglages qui existaient. J'aimais bien mes photos et puis assez vite, moi, ce qui me plaisait, c'était surtout les photos de paysages. J'ai beaucoup de mal à me lancer dans du portrait ou même dans de la photo de rue. Alors, habitant à Paris, le paysage, c'est compliqué. Et étant pas trop partant pour la photo de rue, enfin, dans la rue, moi, quand je me promène, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi prendre. Et c'est un problème qui est en train de se généraliser un peu parce que je suis de moins en moins satisfait par mes photos. J'ai de plus en plus de difficultés, je trouve, à les traiter, même sur Lightroom, à les apprécier. Alors, je pense qu'il y en a qui sont plutôt bien, mais j'ai le sentiment un peu, moi, qu'il manque un côté artistique où j'arrive pas à savoir ce que j'ai envie d'obtenir avec la photo que j'ai prise. Souvent, même les cadrages ne me plaisent pas une fois que je les regarde sur ordinateur, alors que je me dis j'aurais dû le cadrer mieux lors de la prise de vue. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, je pense que l'évolution dans la photo, c'est surtout des paliers, à mon avis. Et donc là, je dois être vraiment dans un palier. Je pense qu'il faudrait que je pratique plus aussi. Et bon, et voilà, après, je me reconnais un peu dans tout ce que les gens ont dit un peu sur les débuts en photo. Je pense qu'il faut se forcer à pratiquer. Ouais. Ouais. Je pense que et typiquement, la photo, ça reste aussi une activité qui est vachement solitaire. Moi, je fais pas mal de randonnées avec des copains, on part souvent et quand il faut prendre une photo, il faut s'arrêter, il faut sortir son appareil. Les autres, ils avancent. On n'a pas forcément le temps de se poser, de se dire tiens, là, c'est pas mal, je vais faire mes réglages. Enfin, c'est un peu compliqué et je trouve que étant pas forcément tout le temps tout seul, ouais, c'est difficile d'allier la pratique de la photo de manière pas intensive, mais de manière un peu soutenue quand même, avec voilà, les sorties qu'on peut faire au quotidien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Moi, je vais réagir du coup, suite à un peu tout ce que vous avez dit. Là, moi, j'ai suivi le parcours, je pense, classique. J'ai eu mon premier boîtier, j'ai commencé à shooter un peu tout. J'ai voulu un plus gros, donc j'ai acheté plus gros. Je suis passé en plein format, 24-36. Et premier voyage, gros voyage que je fais, j'avais tout, j'étais content. Gros boîtier, gros objectif, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une plaie, quoi. J'avais un sac, j'avais un bagage cabine qui faisait 20 kilos, voilà, tout le gros matériel. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le long, voilà, randonnée, je ne le sortais pas parce qu'il était dans le sac. Ça a été ça tout le long du voyage. Et pendant le voyage, je me suis dit, bon, ok, en rentrant, je change et je passe à l'hybride parce que en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire de mes photos, quoi.
comme tu dis, Geoffrey, ouais, tu es parti en urgence et puis bah, tu n'as pas pris le matos parce qu'il est trop gros, parce qu'il est trop lourd. Et du coup, moi, je suis passé chez Fuji pour répondre à tes interrogations un peu, Geoffrey. Je suis passé chez Fuji et c'est vrai que bah, j'aime bien le spontané, j'aime bien le reportage, même rien qu'en soirée, tout ça, quand j'étais avec mes amis. Je le sortais jamais parce que c'est gros, parce que ça impressionne un peu quand on a un gros boîtier avec des gros objectifs. Donc les gens sont un peu plus timides et puis bon, on le sort pas parce qu'on a peur voilà, de gêner, ça prend de la place, c'est lourd. Et maintenant que je suis passé sur du plus petit format, ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Et donc bah, maintenant, en soirée, je le sors, il est toujours sur un coin de table. En randonnée, comme il est pas lourd, je l'ai tout le temps. J'ai acheté un truc qui permet de le mettre sur la sangle. Donc en randonnée, ben, j'ai pas à m'arrêter pour le sortir. Il est déjà sur moi, comme il est petit. Enfin, donc je pense que vraiment, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire avec son appareil photo et se dire, ben, voilà, la qualité, de toute façon, je pense qu'en 2020, tous les boîtiers sont bons. Il faut juste trouver quelque chose qui vous permet de régler, si vous avez envie de toucher un peu au réglage, tout ça, il faut être sûr que le boîtier il vous permette d'aller jouer avec les réglages. Après, voir ce qu'il y a en optique derrière. Moi, je sais que pareil, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté des optiques simples, basiques, et quand je suis arrivé aux limites, j'ai fini par acheter plus gros, et maintenant, bah, je suis passé au focal fixe. J'ai presque plus que des focales fixes parce que en termes de rendu et de qualité, c'est ce qui me correspond le mieux. Et voilà, ça permet d'avoir. Il faut vraiment cibler ce qu'on veut faire et essayer de trouver le bon boîtier qui permet de ne pas se limiter dans nos activités, quoi. Et c'est vrai que depuis que je suis passé à l'hybride, bah, je ne me suis jamais senti bridé en termes de qualité. Par contre, je l'ai presque tout le temps avec moi. Il est dans un sac, c'est petit, c'est pratique. C'est lequel le boîtier que tu as? J'ai le XT2, moi. Je n'ai pas encore changé, ça fait, je sais pas, peut-être 3 ans, quoi. C'est un petit boîtier, c'est léger. Et en termes de qualité, avant, j'avais le D750 de Nikon. Et franchement, ça doit faire 4 ans que je l'ai maintenant. Et j'ai jamais regretté. À aucun moment, je me suis dit, j'aurais bien gardé mon boîtier, quoi, mon réflexe. J'ai jamais regretté d'avoir. C'est encourageant. C'est un bon retour en tout cas par rapport au matériel, parce que c'est vrai que on change tout le temps d'avis et on se découvre avec la pratique. Ouais, voilà. Je ne sais pas si on a fait le tour, parce que là, il nous reste plus que 10 minutes du coup. Donc, si quelqu'un, peut-être une dernière intervention, vraiment toute dernière, si quelqu'un veut prendre la parole. Bon. On a fait le tour alors. On a été très bavard, enfin, vous avez été très bavard. Edouard propose-moi dans le chat. Moi, j'ai pas. Moi, je me suis même pas présentée d'ailleurs en début de réunion. Je travaille du coup à HEI Alumni en tant que chargée de communication et projet. Donc, c'est moi qui organise les apéros at home en ce moment, virtuellement. Et quand on n'est pas en confinement, j'organise aussi certains événements, dont à Lille et Paris. Je m'occupe de certains groupes régionaux, donc Lille et Paris. Vous m'avez peut-être déjà croisé. Je travaille là depuis novembre. Et pour revenir au sujet de la conversation au niveau de la photo, je m'y suis intéressée, je pense, un peu comme tout le monde quand j'étais plus jeune, puisque c'était un peu à la mode, entre guillemets. Je me suis acheté un gros appareil voilà, pour faire des belles photos et tout. J'ai eu ma passe et j'ai fait... Mais je pense que c'est un peu le problème que vous avez tous eu, sauf que moi, j'ai pas su perdurer. Je ne savais pas sur quoi me fixer, je voulais tout prendre en photo et ça m'a vite lassée en fait parce que j'avais trop de photos, je ne savais pas quoi en faire. Et voilà, donc j'ai vite arrêté finalement. L'appareil, il est rangé dans un petit carton dans ma chambre. Il est encore là, mais je m'en sers plus trop malheureusement. Donc voilà, après j'ai arrêté, mais c'est vrai que c'était quelque chose aussi qui me passionnait. Donc c'était hyper intéressant d'entendre tous vos retours et voir que vous avez continué, vous avez tous plus ou moins trouvé votre voie. C'est encourageant, je vais peut-être le ressortir finalement. Peut-être que je m'y remettrai aussi. Trop bien. Je voulais vous remercier à tous pour votre participation. Du coup, comme disait Michel, la semaine prochaine, c'est lui qui sera animateur sur la bourse et les investissements.
Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est aussi sur le site internet, c'est gratuit. On essaye avec HUI Alumni de vous proposer un maximum d'événements en ligne et gratuits pour ce confinement. Et même après, parce que je sais que lundi, on passe en déconfinement, mais on va quand même continuer les événements en ligne. On ne proposera pas d'événements physiques jusqu'au septembre, je pense. Donc, on essaye de faire ça gratuit pour cotisants, non cotisants extérieurs, tout le monde. Voilà. On a aussi des événements carrières. Il y a des webinaires carrières qui sont plutôt sur la journée. Et des événements conviviaux, donc comme ce soir, ou encore il y a des jeux en ligne avec Marie, ma collègue, le midi, que vous avez peut-être rencontré aussi, qui fait les autres groupes régionaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Je n'ai pas pris mes notes, du coup, je déblaye plus toutes les informations. J'ai un peu pris au dépourvu. Mais ouais. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Geoffrey. Oui, Jean. J'ai une question. Geoffrey, est-ce que tu es encore sur l'île ou pas? Sur quoi? Sur l'île. Ah non, je suis sur Paris. Je suis sur Paris maintenant depuis 3-4 ans. Ok. Et tu ne retournes pas sur l'île pour faire des petites interventions pour des clics? Non, pas pour des clics. Mais j'étais venu sur l'île il y a quelques mois là chez lui. Pour une parenthèse. Pour une parenthèse où j'ai parlé de photographie et de changement de carrière avec des autres collègues qui ont aussi changé de carrière. Ok. Donc c'est assez intéressant de. Ce sera peut-être à renouveler et tu regarderas peut-être l'année prochaine. Ça te dérangerait pas de faire une intervention pour des clics si tu repasses si tu as le temps? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais ce serait une intervention quel style? Vous faites quoi? Je sais pas encore, ce serait pour l'année prochaine. Mais... Ouais, bon, on peut y réfléchir carrément. Ouais, c'est ça. Ok, top. Merci. Et de rien. Et juste, j'ai pensé justement à ça en vous écoutant parler. Je me disais au final, on est quand même tous photographes par la pratique et on s'en fiche au final de savoir. Enfin, c'est un peu les grandes phrases que je vais dire, mais on s'en fiche de savoir qui va vendre ou qui va pas vendre ses photos. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir. Moi, j'ai la chance d'être passionné par plein de sujets. Il n'y a pas que la photo. Je fais aussi un peu de musique. Et par exemple, j'ai mon piano qui est dans mon salon. Et vu qu'il est dans mon salon, je le vois tous les jours. Et vu que je le vois tous les jours, ben, je vais pianoter. Et quand je vais pianoter, je me dis pas que je vais devenir le prochain Mozart. Je veux juste prendre du plaisir. Et c'est au final ça qu'on doit continuer à garder et c'est-à-dire avoir toujours un petit appareil à portée de main pour pouvoir pratiquer quand on veut et aussi l'avoir près des yeux pour nous le rappeler parfois de l'utiliser quand on oublie un peu, quoi. Pour toujours garder le plaisir de pratiquer. Parce qu'au final, c'est ça, c'est s'ouvrir au monde, voir, travailler son regard, son œil et voir des choses qu'on n'aurait pas pris le temps de regarder si on n'avait pas eu l'appareil dans les mains. Donc, faut vraiment que ça reste un plaisir, faut pas que ce soit une contrainte, une charge de travail. Ça devient compliqué d'ailleurs souvent quand on essaye d'en vivre. C'est pour ça que faut être très prudent, je trouve, quand on pratique la photographie, de toujours garder ce plaisir. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais quand même vous communiquer. Super. Bah, merci beaucoup à tous. Je vais vous libérer. Il est déjà 20h, ça va être l'heure de manger. Ah oui. Donc, encore merci à tout le monde pour votre participation et à Geoffrey. Et j'espère à bientôt sur des événements virtuels et peut-être prochainement en physique, quand on pourra. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Geoffrey. Bonne soirée à vous. Bravo. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, à très bientôt.